Succession, secret de famille, 2e saison. De Raphaël Baquet et Vanessa Schneider. Lu par Morgane Hénault. Hériter, c'est recevoir. Le plus souvent considéré comme une chance, ce peut être un fardeau. Personne ne reprochera jamais à ses parents d'avoir perçu d'eux le fruit d'une vie de travail, un appartement ou une maison de campagne, à condition qu'ils puissent en faire ce que bon lui semble, y compris liquider tous les souvenirs qui s'y attachent. La chronique mondaine se délecte de ceux qui, chez les puissants, dilapident la fortune de leurs aïeux. Les héritiers suscitent un curieux mélange d'envie et de colère. Leur aisance est jugée imméritée, leur gabegie indécente. Certains souhaiteraient qu'ils partagent un tant soit peu leur magot, même si, en France, il n'a jamais été populaire de taxer lourdement les héritages. Transmettre, en revanche, est sans doute la chose la plus difficile qui soit, car il ne s'agit pas uniquement de biens matériels, mais de valeurs morales, de culture, de sentiments. Le processus de transmission des entreprises est, à cet égard, particulièrement fascinant. Si la loi et la fiscalité permettent aux plus riches de transmettre leurs biens à leurs enfants dans les meilleures conditions possibles, organiser le passage de relais d'une gouvernance est beaucoup plus périlleux. C'est là, en effet, que se niche le pouvoir. Là aussi qu'on évalue l'équilibre d'une famille, l'intelligence d'un patriarche et la compétence de ses héritiers. Là que se mesurent de la façon la plus implacable les ravages de l'absence d'amour, les rivalités et les haines au sein d'un clan. Pour recevoir un héritage qui ne s'évalue pas seulement en biens et en millions, mais aussi en emplois, en produits, en marques et en images, il faut y avoir été préparé, et c'est la première leçon éclatante qui ressort de l'enquête sur les familles dont vous allez découvrir l'histoire. Pour que la suite se passe sans accroc, il est indispensable que le patriarche, car il s'agit le plus souvent d'un homme, question d'époque sans doute, soit prêt à initier ses enfants au fonctionnement de l'entreprise qu'il dirige encore et que, parfois, il a lui-même créée. Il doit consentir à leur en dévoiler tous les ressorts, la genèse et les secrets, même les plus inavouables. Plus difficile encore, le patron qui est aussi un père doit accepter de voir sa progéniture s'émanciper et peut-être faire mieux ou, en tout cas, différemment. Bâtir un empire, gérer de nombreuses sociétés, diriger des milliers de salariés nécessite des compétences particulières, mais aussi un certain ego. Les grands patrons que nous avons côtoyés ont tous une haute idée d'eux-mêmes, qu'ils soient héritiers d'une dynastie ou qu'ils en soient fondateurs. Pas facile, quand on se pense supérieur aux autres, de passer la main, fût-ce à ses propres enfants. Gouverner un empire, une marque prestigieuse, c'est aussi quelque part une promesse d'immortalité. Comment, alors qu'on se pense invincible, envisager la suite et préparer ses descendants? La plupart des grands fauves que nous avons rencontrés s'attachent à durer le plus longtemps possible en entretenant leurs conditions physiques de façon méthodique à coups de régime, de pratiques sportives régulières et d'une hygiène de vie sans écart. Mais même les plus vaillants savent qu'ils vont mourir un jour et pensent à l'après. Le décès brutal de Jean-Luc Lagardère, le 14 mars 2003, a rappelé au monde des affaires la nécessité de penser l'avenir. Le puissant patron de Matra et d'Hachette n'avait pas vraiment formé son fils unique, Arnaud, à diriger un tel groupe. L'échec de l'héritier à relever le gant est considéré aujourd'hui par beaucoup comme l'exemple à ne surtout pas suivre. Face à la perspective de la mort, chacun réagit à sa manière, en fonction de son caractère, mais aussi de ses névroses. Car en matière de transmission, il y a le dire et le faire. Si tous affirment leur désir de construire ou de prolonger une dynastie, certains ne sont, au fond d'eux-mêmes, pas prêts du tout à lâcher leurs prérogatives et leurs privilèges et sabotent de manière plus ou moins consciente la passation de pouvoir. Dans la première saison de nos successions, nous avions constaté le gouffre qui pouvait exister entre un Bernard Arnault formant ses enfants à diriger les sociétés de LVMH comme on entraînerait des chevaux de course, et un Jérôme Sédou, patron de Pathé, qui n'estime aucun de ses fils et filles capable de l'égaler. Le premier organise des déjeuners familiaux comme de mini-conseils d'administration
permettant à ses héritiers d'apprendre à se faire les dents comme de jeunes lionceaux devant le roi de la savane. Le second n'a laissé aucune place importante au sein de son entreprise à sa progéniture. Pire, dès qu'il semble choisir un numéro 2 parmi ses collaborateurs et être décidé à l'introniser comme un potentiel successeur, celui-ci est décapité au pied du trône. Il restera jusqu'au bout le seul et unique monarque. Dans cette deuxième saison, les familles que vous allez découvrir protègent de multiples secrets, des arrangements et des contradictions. Cela n'a d'ailleurs pas grand-chose à voir avec le génie industriel, ni même la puissance des entreprises en question. Regardons les Dassault, par exemple. Personne ne contestera l'exceptionnelle intelligence, le courage indéniable et la force de caractère de Marcel Dassault. Voilà un petit homme, frêle en apparence, capable d'inventer un modèle d'hélice et des avions avant-guerre, survivant à la férocité destructrice des camps de concentration où l'avaient jeté l'antisémitisme et la folie nazie, bâtisseur d'un groupe industriel de tout premier plan. En résumé, un capitaine d'industrie hors du commun. Mais quel terrible père! Il est frappant de voir tant de flamboyance créative combinée à une si grande sécheresse des sentiments à l'égard de son fils Serge. Il l'a méprisé, ignoré, humilié, bref, il ne voulait pas le voir lui succéder. Et pourtant, c'est bien ce fils sans cesse critiqué et rabaissé qui développera l'entreprise et en fera un groupe industriel florissant avant de répéter le même schéma catastrophique à l'égard de ses enfants.